Histoire du roi Reynold. Il y a des villages au cœur des montagnes du Taunus qui sont peu modifiés par cette époque progressive. Aucun chemin de fer, pas même une chaise de poste, ne les atteint, et les automobiles ne sont visibles que lorsqu'elles passent en vrombissant sur la grande route. Un tel village est Ellalton. Il se trouve dans une vallée verdoyante, riche de nombreuses fleurs. Un joli petit ruisseau le traverse, disparaissant brusquement sous les maisons pour réapparaître triomphant plus loin sur la route. Ce ruisseau est appelé Silverback ou Silverbrook, en raison de la clarté de son eau. De chaque côté de la vallée s'élèvent des pentes abruptes avec des bois sauvages et des sentiers accidentés. Une bonne route relie le village à Wochenhausen et donc à la célèbre ville d'Epstein. De l'autre côté du Kuppel, le pic escarpé qui s'élève derrière Ellalton, se trouve une maison forestière, une demeure isolée et déserte au milieu de la forêt. Là, j'ai allaité une énorme chatte amicale qui était si ravie de voir un étranger qu'elle m'a persécuté de son affection. Au sommet du Kuppel se trouve une tour aérée. Tous ceux qui souhaitent essayer ce qu'est le vol et qui n'ont pas les moyens de monter à bord du dirigeable Zeppelin peuvent s'en faire une idée ici. Il y a une vue très étendue sur la chaîne du Taunus, et très peu sous les pieds. Dans la cabane du forestier vivait un petit garçon nommé Hugo. C'était le fils du forestier, un brave petit garçon de près de 6 ans. Hugo avait peu de livres d'histoire, mais il n'en avait pas besoin, car il vivait dans la forêt, et la forêt raconte ses propres histoires aux enfants qui y vivent. Les oiseaux bavardaient avec lui et lui racontaient leurs histoires familiales. Le cerf silencieux et aux yeux doux venait à la forêt pour se nourrir pendant le froid de l'hiver, et ainsi il apprit à connaître leurs habitudes. Les petites fleurs murmuraient des histoires sur les choses étranges qu'elles avaient vues dans la forêt, lorsqu'elles avaient par hasard oublié de fermer leurs pétales pour la nuit. Hugo avait vu beaucoup de choses pour un garçon de 5 ans, mais il avait envie d'en voir plus. Il avait entendu des histoires de lutins des bois, de fées et de nix, ainsi que de nains occupés qui vivent sous terre. Il avait soif d'aventure. Or, je dois vous dire qu'à peu près à cette époque, la nouvelle était arrivée d'Ellalton qu'un enfant avait disparu du village, une chère petite fille de 4 ans. Elle s'était égarée seule dans les bois de la Kuppel, et bien que ses parents et le père de Hugo, voire tous les villageois les recherchaient, ils n'ont trouvé aucune trace, à part des lanières de son petit tablier bleu et un ruban pour cheveux sur les ronces. Dans un endroit reculé près d'une ancienne carrière. Vous imaginez quel émoi cela a fait dans la vie tranquille du quartier. Certains parlaient de bohémiens, d'autres de trous profonds ou de mares dans les bois. D'autres ne parlaient pas beaucoup, mais ils pensaient aux esprits des bois et aux fées et secouaient la tête. Hugo a souvent joué avec la jolie petite Elsa. Son père et le forestier étaient amis et elle passait parfois la journée dans la forêt du Kuppel. Vous imaginez bien que les enfants étaient plus strictement surveillés que d'habitude. La mère de Hugo le surveillait de près, car elle savait que sa petite tête était pleine de toutes sortes d'idées bizarres. Il arriva que, environ 15 jours après ces événements, le père de Hugo partit chasser une nuit. Sa mère avait été occupée tout l'après-midi. Le temps était chaud et étouffant. Finalement, la somnolence l'envahit et elle s'endormit la tête sur la table de la cuisine. Or, elle n'avait certainement pas l'habitude de s'endormir l'après-midi. Elle était généralement beaucoup trop occupée pour cela. Donc je pense vraiment qu'elle a dû être ensorcelée. Les fées mettent parfois des somnifères dans le café des gens, alors tout est fini avec eux. C'était maintenant l'occasion pour Hugo. Il prit à la hâte le pain de seigle brun, ou gris comme on l'appelle en Allemagne,
et les saucisses qui étaient prêts pour son dîner, les emballa dans une belle caisse verte, avec 2 punaises de mai peintes dessus, s'empara de son pistolet jouet. En cas d'accident et partait courageusement à la recherche de la petite Elsa. Je dois vous dire qu'il avait rêvé d'elle à plusieurs reprises depuis sa disparition. Elle semblait le regarder de ses yeux bleus nostalgiques et implorer son aide. Une rime résonnait constamment dans sa tête qui semblait faire référence à elle. Mais il ne pouvait pas vraiment comprendre ce que cela signifiait. Le roi Reynold trouva une petite servante seule dans la clairière de la forêt. Elle pleura et cria dans une grande détresse. Sa robe était toute déchirée et en lambeaux. Il la plaça sur un trône d'or. Il lui donna ses jouets pour elle-même. Mais elle pleurait toujours toute la journée. Elle ne voulait pas rire et ne voulait pas jouer. C'est très ennuyeux à voir. Que dois-je faire? Dit le roi Reynold. La petite bonne était probablement Elsa. Mais où était-elle? Qui était le roi Reynold? Comment Hugo a-t-il pu la délivrer? Il ne pouvait pas répondre à ces questions. Je dois faire confiance à la chance et espérer que les fées m'aideront. Aïe pour les aventures. C'était l'heure du crépuscule. Le ciel était d'une délicate teinte gris-vert. Les oiseaux appelaient leurs compagnons errants pour qu'ils rentrent se coucher. Quelques étoiles faibles apparaissaient dans le ciel. Le mystère planait dans l'air. Hugo continua sa route, en suivant un cercle vert et or qui était marqué sur les arbres et semblait lui montrer le chemin. Il chantait et criait joyeusement pour garder le moral. C'était l'heure du dîner, et l'air de la nuit lui avait donné faim. Alors il déballa son pain et ses saucisses et prépara un bon repas. La lune s'était levée et jetait une lueur à travers les arbres. Les ombres persistantes du crépuscule disparurent. D'un côté du petit chemin se trouvaient les sapins sombres, impénétrables dans leur obscurité, de l'autre les hêtres et les chênes. Des campanules et des centaurées bordaient le sentier. Il y avait une agréable odeur boisée dans cette nuit d'été, une odeur de terre humide, de champignons et de fleurs, ou plutôt un parfum combiné encore plus subtil et indescriptible. Le calme et la solitude ont commencé à opprimer un peu notre héros pour la première fois. S'il avait été un enfant de la ville, il aurait été horriblement effrayé bien avant cela, mais il était aussi habitué au silence des bois qu'on peut l'être au bruit et à l'agitation de la rue. Tout à coup, un bruit sourd rompit le silence. Toc, 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 comme le coup des marteaux quand les ouvriers s'affairent à quelque distance. Le courageux petit cœur de Hugo se mit à battre, car il savait que le bruit devait être fait par les kobolds travaillant sur leurs enclumes profondément sous terre. Puis il perçut des pas derrière lui. Clochard, clochard, clochard. Était-ce son père venu le chercher à la maison? Il espérait plutôt qu'il en serait ainsi. Mais quand il eut le courage de se retourner, il n'y avait personne. Un hibou hurla. Un buisson bruissait près de lui. Il se retourna brusquement, et là il aperçut un petit vieillard avec une énorme clé à la main, assis sur un tronc d'arbre abattu. Ses yeux bleus vifs brillaient étrangement dans le clair de lune, et ses cheveux gris hirsutes se dressaient de chaque côté de sa casquette à visière rouge. Il portait une veste verte doublée d'écarlate et de lourds sabots de bois comme en portent les paysans dans certaines régions d'Allemagne. Il accueillit une horloge à pissenlit qui avait poussé au passage et l'a présentée à la lune. 1, 2, 3, comptait jusqu'à 9 le petit homme. 9 heures. Venez vite, dit-il en prenant Hugo par la main. Instantanément, l'enfant fut capable de voir beaucoup de choses dans la forêt qu'il n'avait jamais observées auparavant. D'étranges formes de fées flottaient et le regardaient avec des yeux tristes et doux. Puis un flot d'elfes rieurs le dépassa en s'ébattant sauvagement.
Oui. Un jour, il crut voir à travers les arbres la forme gigantesque du vieux roi lui-même, trônant sur sa montagne. En bas, sur un étroit sentier détourné, ils grimpèrent, sur les pierres et à travers les ronces et les branches entrelacées. Puis ils traversèrent un ruisseau à truites argentées claires au clair de lune. Les truites dormaient. Mais quand le nain se pencha par-dessus le petit pont de pierre et murmura quelques mots, un éclair et ils s'en allèrent, très loin en aval du ruisseau. Ils se cachaient sous les joncs et les racines des arbres près des berges et tremblaient de peur. Ils redoutaient les nains et avec raison. La truite bouillie avec une fine sauce au beurre, c'est mon plat préféré, dit le petit homme à Hugo en faisant claquer ses lèvres avec gourmandise. Ils marchèrent le long du sentier magnifiquement ombragé près du ruisseau à truites, observant le clair de lune sur l'eau ondulante, jusqu'à ce qu'ils laissèrent le ruisseau derrière eux et arrivèrent à une prairie verte au centre de laquelle se dressait un vénérable chêne, qui portait encore des feuilles vertes. Bien que son tronc soit complètement creux, l'arbre était éclairé de l'intérieur par une brillante lueur rose. Le nain s'approcha sur la pointe des pieds, ôta ses chaussures encombrantes et fit signe à Hugo de le suivre tranquillement. Ils regardèrent à travers les trous du tronc de l'arbre, et oh, quel spectacle ils virent! Une vingtaine d'enfants, parmi les plus petits, à peine plus gros que mon doigt, s'asseyaient, dansaient ou se roulaient sur le tapis vert moussu de la salle des arbres. C'étaient les bébés fées, et ici c'était la crèche des fées. Chaque petite fille avait un chariot fait des plus belles fleurs et un berceau de feuilles de chêne vert, cousus ensemble par des brins d'herbe. Les petits bébés fées étaient allongés sur le dos, donnaient des coups de pied et chantaient de joie, et la plus grande de toutes les fées présentes leur donnait leur biberon rempli de clair de lune et de miella dont les bébés se nourrissent. Les jeunes elfes faisaient le plus de bruit. Ils avaient capturé un mulot, une créature énorme en comparaison avec eux, et ils essayaient tous de monter sur son dos en même temps. Hugo était tellement ravi de ce beau spectacle qu'il ne put s'empêcher de crier « Oh !» sur des tons d'extase. En un instant, bouffé, la lumière s'éteignit. Un brouillard froid s'éleva. Hugo vit son compagnon nain se transformer en un gros ours noir terrible à voir. Alors que notre héros pensait qu'il allait être dévoré, le kobold reprit sa forme naturelle. « Si vous voulez être sage, taisez-vous, dit-il, et ce fut tout. Ils suivirent le petit sentier plus loin à travers la prairie et de nouveau dans les bois, jusqu'à ce qu'ils arrivèrent tout à coup à un grand tas de rochers, pittoresquement entassés parmi les arbres, comme il y en a si souvent dans les montagnes du Taunus. Le nain s'approcha du rocher, la clé en main, et chercha jusqu'à ce qu'il ait trouvé une porte secrète. Puis il inséra la clé dans la serrure et la tourna, puis tira et tira pour ouvrir la porte. Soudain, la porte s'ouvrit en grinçant bruyamment et le nain se coucha sur le dos. Il s'est levé et a commencé à grogner et à gronder. Ils auraient dû huiler les charnières, ces voyous paresseux, a-t-il déclaré. Alors que la porte s'ouvrait, Hugo aperçut devant lui un long couloir éclairé par des étoiles de lumière, et d'innombrables miroirs reflétaient les étoiles dans toutes les directions. L'effet était un peu trop éblouissant après la nuit noire, et les yeux d'Hugo clignèrent. Descendant, 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 le couloir descendait progressivement et semblait sans fin. Mais dois-je sortir encore ? Pensa Hugo anxieux. Il ne savait pas que vous voyiez qu'il existe de nombreuses façons de sortir du pays magique. Enfin, ils arrivèrent à une autre porte en verre de cristal et entrèrent dans une grande salle au toit étincelant de cristal de roche. Au centre se trouvait une fontaine,
Une création plus merveilleuse que le pays des fées ne contient pas. Hugo retint son souffle de peur de dire « Oh !» Encore. D'étranges gnomes et fées semblaient y vivre, et l'élément qu'ils contenaient n'était pas de l'eau, mais du feu. Le plus merveilleux feu d'artifice que vous ayez jamais vu ne serait rien en comparaison. Parfois, il illustrait des contes de fées bien connus, Perce-Neige dans son cercueil en verre, Cendrillon essayant la chaussure, etc. Hugo aurait pu le regarder pendant des heures et le quitter à contre-cœur, en regardant constamment en arrière. Puis ils passèrent par une porte voûtée et une nouvelle scène apparut à leur vue. Des multitudes de petits hommes nains habillés en tenue de cour se tenaient autour de la pièce. Face à eux, sur un trône d'or, avec une petite couronne d'or étoilée de diamants aux yeux brillants sur la tête, était assise une vraie petite fille humaine, avec une vieille poupée minable dans ses bras. C'était une très jolie petite fille, magnifiquement vêtue d'une robe de soie bleue brodée de marguerites blanches, de petites chaussettes bleues et de chaussures à boucles en diamant. Mais son visage était triste et pâle, et ses yeux étaient rouges à force de pleurer, et ses cheveux blonds pendaient en mèches emmêlées sur ses épaules. Elle tenait fermement son chariot dans ses bras et répétait sans cesse. « Je veux ma maman, je veux rentrer chez ma maman. » Alors que le nain, suivi de Hugo, entrait dans la pièce, les nains ou kobolds, comme on les appelle aussi, se prosternèrent la tête contre terre et chantèrent d'un ton bourru. Salut, 3 fois salut, au roi Reynold. Nous sommes sujets vrais et audacieux, inclinez-vous en hommage à notre roi. Chacun doit jeter sa casquette en haut. Sur ce, chaque kobold jeta sa casquette vers le toit et la rattrapa sur sa tête, ou son pied, ou sur son nez selon le cas. Puis ils ont tous crié, « Hurrah !» Et c'était comme si une puissante volée de corbeaux coassait tous ensemble. La petite fille porta les mains à ses oreilles et était sur le point de pleurer de nouveau lorsqu'elle aperçut Hugo. Puis elle se leva avec empressement en poussant un cri de joie et dévala les marches dorées. « Ô toi, mon cher, bon Hugo, dit-elle, es-tu venu me chercher? Je savais que tu viendrais, continua-t-elle, car j'ai si souvent rêvé de toi. » Hugo regarda le doux petit visage devant lui et, malgré ses beaux vêtements et sa couronne de diamants, il reconnut la petite Elsa, sa camarade de jeu perdue. Il se souvenait de ses rêves et tout semblait devenir clair. Il se sentait à la fois très grand, fort et important. Entourant la petite fille de ses bras protecteurs, il dit face à toute l'assemblée, « Je suis venu ramener cette petite fille, Miss Elsa, chez sa maman. » Le roi Reynold, car c'était le roi des nains lui-même qui avait accompagné Hugo, prit une lourde couronne qui gisait sur un coussin à côté de lui, la mit, puis l'enleva de nouveau, se plaignant qu'elle était trop lourde et qu'elle ne le faisait pas. Lui convient correctement. Puis il s'éclaircit la gorge et s'adressa à ses courtisans en ces termes. Mes estimés sujets. J'ai trouvé cette petite fille il y a quelques semaines dans les bois, dans le cercle magique de mon domaine. Elle pleurait amèrement, et j'ai eu l'air très effrayé. Je l'ai réconfortée du mieux que j'ai pu. Je lui ai donné des colliers de jolies perles et un petit éventail de plumes de jais bleu. Je lui ai promis de l'emmener avec moi et de lui donner une couronne d'or pour la placer sur un collier d'or. Trône, et fait d'elle la reine de tous les nains. J'ai même daigné lui offrir un baiser, mais je suis désolé de dire que l'ingrate enfant m'a giflé au visage, cri de honte. Elle est là, regarde-la. Comment m'a-t-elle récompensé de toutes mes bontés et de tous les honneurs que je lui ai conférés? Ici,
Elsa se remit à pleurer et à serrer fermement la main d'Hugo. Elle ne fait que pleurer toute la journée, câliner son chariot et dire qu'elle veut rentrer chez sa maman. Je fais appel à vous, mes kobolds. Un tel bébé est-il digne d'être la reine de notre royaume, d'un peuple plus ancien que les montagnes, plus vieux que l'humanité. Car nous étions les premiers habitants de la terre, nous sommes l'homme primitif. Un tonnerre d'applaudissements a accueilli ce discours et des cris de « Elle n'est pas digne », qu'elle soit destituée, ont été entendus. Elle est vraiment trop jeune, elle n'est encore qu'un bébé, a déclaré un vieux grand-père kobold à l'air gentil. Le roi Reynold leva la main pour imposer le silence et continua d'une voix forte et dure. Quand elle sera plus grande, elle deviendra trop grande pour nous. Les mortels ont l'étrange habitude de grandir. Non. J'y ai réfléchi. Jeune après tout, les oiseaux sont plus en sécurité dans le nid. Mais ce bébé ne pourrait jamais retrouver le chemin du retour, pas même dans sa propre rue. J'ai donc choisi ce jeune homme courageux pour la ramener à la maison. Ici, il a donné à Hugo une tape dans le dos qui a failli le renverser, car les nains sont très forts malgré leur petitesse, vous savez. Le visage d'Elsa commença à rayonner et elle aurait dansé de joie. Mais les remarques peu flatteuses du roi la blessèrent un peu. Elle était sûre de pouvoir retrouver le chemin de la maison. Une grande fille de 4 ans devait certainement connaître sa propre maison. Elle savait exactement où cela en était. Près du ruisseau argenté, une maison basse au toit rouge et une grange aux poutres noires, avec aussi des coqs, des poules et des oies qui se pavanaient dans la petite cour. C'était tout près du moulin à eau. Elle pouvait entendre le bruit de l'eau alors qu'elle était allongée dans son petit lit sous son grand sac de plumes, avec seulement son petit nez et ses oreilles qui sortaient. Un sapin avec une tige très haute et une tête épaisse et touffue se dressait à l'arrière de la maison. Oui. Elle était sûre de pouvoir le trouver. Pendant ce temps, quelques nains étaient dépêchés pour préparer la voiture pour les enfants. Alors Hugo trouva le courage de s'adresser au roi. « Ô roi, il dit, j'ai entendu parler des merveilles de votre royaume et de l'habileté merveilleuse de vous, ouvriers. » Ici il balbutia un peu et son discours céda. « J'aimerais tellement en voir quelque chose, » dit-il timidement. « Point. Certainement. Certainement. Avec le plus grand plaisir, dit le roi Reynold, l'air très satisfait. Enfant intelligent, marmonna-t-il. Oh, dit Kopf, apporte-moi une torche et montre-moi le chemin jusqu'à l'atelier, dit-il. Il s'éloigna d'un pas majestueux, et Hugo le suivit avec Elsa, sa petite main chaude serrée dans la sienne, à travers des passages sombres et des grottes éclairées par une lumière pâle, à travers des réserves où s'entassaient des masses de minéraux brillants de couleurs merveilleuses, à travers les trésors contenant de l'or, de l'argent et des pierres précieuses en quantité énorme. Les yeux des enfants s'arrondissaient dans leur tête à mesure qu'ils voyaient toute cette richesse. Mais ils ne comprenaient pas grand-chose à la valeur de ces trésors. Des jouets ou des friandises auraient été plus à leur goût. Ils atteignirent enfin une salle longue et étroite où des milliers de petits hommes, vêtus de tabliers de cuir, étaient assis et occupés à travailler. Chacun était employé à orner et à compléter quelque œuvre d'art. Gobelets coûteux, belles bagues en chêne et colliers étaient là, comme on n'en voyait jamais dans les plus belles boutiques de Paris, de Berlin ou de Londres. La « joie de créer » était inscrite sur tous les visages. Car l'artiste est toujours heureux lorsqu'il travaille. Un nain éclairait un livre et un magnifique dessin d'herbe et de papillons poussait sous ses doigts intelligents. « Prenez le livre, » dit le roi Reynold à Hugo. Ce n'est qu'un petit chapitre du grand livre de la nature qui n'a ni début ni fin.
Mais si vous l'étudiez attentivement et sérieusement, il vous apportera toujours espoir et bonheur, quoi qu'en disent vos savants. Tenez le page à la lumière, et vous verrez qu'elles sont transparentes. Comme Hugo l'a fait avec le plus profond intérêt, voyez. Les images devenaient vivantes, les papillons se sont transformés en fées et ont ri, et lui ont fait un signe de tête amical. Parcourez le livre de la nature jusqu'à ce que vous trouviez l'âme des choses, a déclaré le roi Reynold. Même si cela semblait très profond et mystérieux, Hugo semblait comprendre. Est-ce que vous, je me le demande, petits enfants, qui avez lu cette histoire? Ou bien êtes-vous comme le garçon du jardin d'enfants à qui je racontais un conte de fées et qui m'interrompit avec mépris en disant « Les fées n'existent pas. » Oh, n'est-ce pas, mon petit homme? Dis-je. Eh bien, vous le pensez. Bientôt, nous lisons qu'une boule grandit, et il reprit avec beaucoup d'énergie. Les boules ne grandissent pas. Oh, oh, dis-je, avez-vous déjà vu une petite pomme verte? Ensuite, j'ai essayé de lui montrer quelles choses merveilleuses se produisent toujours dans notre monde, si seulement nous avons des yeux pour les voir. Je ne pense pas l'avoir convaincu, car il était très têtu et avait une grande opinion de lui-même, et il est très difficile de discuter avec de telles personnes, grandes ou petites. Reynold a offert à Elsa une poignée de roses exquises. Au pays des fées, les roses sont synonymes d'amour et de bonheur, a-t-il déclaré. Les petites filles devraient être heureuses toute la journée et ne pas mouiller le monde de leurs larmes. Il y a déjà assez de larmes, dit-il d'un ton pensif, des larmes au centre de la terre. De chaque côté de la salle s'ouvraient d'énormes fourneaux. Ici, les kobolds étaient occupés à fondre le minerai et à préparer les matériaux pour les ouvriers les plus qualifiés. Ici aussi, il y avait de petites armoires avec des étagères dans lesquelles on mettait les vases coûteux, pour les brûler durement comme de la porcelaine. La chaleur était si intense que Hugo et Elsa ne pouvaient qu'y jeter un coup d'œil. Il leur semblait que les petits hommes devaient être rôtis vifs. Mais les kobolds y étaient habitués et trouvaient cela plutôt frais et agréable. Ils brandissaient leurs marteaux et bavardaient en même temps. Plus ils étaient occupés, mieux c'était. Ils n'étaient jamais inactifs ni fatigués de leur travail. Un jeune page nain entra dans la salle et annonça que la voiture était prête. Un instant plus tard, Hugo et Elsa se retrouvèrent dans la forêt au clair de lune. Une voiture les attendait, tirée par 6 cerfs. Le roi Reynold avait renoncé à la cérémonie d'adieu. Il détestait les histoires et voulait fumer sa pipe en paix. Hugo reconnut les cerfs. Il les avait nourris l'hiver depuis les fenêtres de la forêt. Il le connaissait aussi et hochait doucement la tête. Oh, quel voyage c'était pour rentrer chez soi dans la chaude nuit de septembre. Ils ne virent ni esprit ni gobelin. Aucune merveille féerique ne leur fut révélée. Seulement le parfum fort et doux des sapins, la forme sombre et étrange des arbres et les étoiles qui brillaient à travers les branches. Ils se tenaient fort par la main et s'appuyaient sur les coussins moelleux. Ils ne disaient rien. Ils avaient l'impression d'être dans un rêve. Bientôt, ils entendirent le bruit d'un petit ruisseau caché dans les arbres sombres, et peu après ils tournèrent au coin et aperçurent devant eux le petit village d'Elalton, paisible et immobile dans la lumière du petit matin. Elsa reconnut finalement sa maison et cria aux cerfs de s'arrêter. Puis elle embrassa Hugo, posa sa petite joue contre la sienne et dit « Au revoir, chérie », puis elle se glissa chez elle, et tout cela lui parut tout naturel. Vous imaginez peut-être à quel point la mère d'Elsa était ravie d'avoir à nouveau sa petite fille dans ses bras. Il y a eu des baisers et des câlins comme jamais auparavant.
Pendant ce temps, Hugo gravissait le versant escarpé du Küppel dans la lumière rose du petit matin. Heureusement, il n'a rencontré personne sur ce chemin solitaire. Un jour, il crut voir une forme blanche debout au bout du chemin, comme une grande femme qui agitait les bras et lui faisait signe. Mais quand il y regarda de plus près, ce n'était que la lumière du jour grandissant à travers les arbres, et non Merle ou la femme des bois, comme il l'avait imaginé. Les cerfs galopaient rapidement malgré le chemin difficile et s'arrêtaient bientôt devant la porte de la forêt. Là, tout le monde semblait encore endormi. Pas un son ne pouvait être entendu. Hugo caressa les 12 têtes des cerfs et leur dit au revoir, et ils disparurent soudain dans les fourrés du Küppel. Au premier rayon du soleil, la mère de Hugo se réveilla et fut très étonnée de constater qu'elle avait dormi toute la nuit dans la cuisine. C'est ce qui arrive quand le mari est absent, dit-elle en s'étirant et en secouant ses vêtements. Qu'est devenu Hugo ? Pensa-t-elle soudainement et se sentit anxieuse. Elle monta rapidement dans la chambre, mais Hugo était là, confortablement recroquevillé dans son lit, les joues roses et les boucles ébouriffées, le nez profondément enfoui dans son oreiller. Lorsqu'elle entra, il se réveilla et dit « Maman, je suis allé chercher la petite Elsa. Elle est de nouveau à la maison. » Puis il se retourna et s'endormit profondément. Le lendemain, la nouvelle leur parvint que la petite Elsa avait effectivement été retrouvée. Eh bien, comme c'est curieux, mon garçon en a rêvé la nuit dernière, a déclaré Madame Forrester. Elle a été déposée chez ses parents vers 4 heures du matin. D'après ce que j'ai appris, a déclaré son mari, qui venait de rentrer à la maison. Les parents d'Elsa ont toujours cru qu'elle avait été volée par les gitans. Il était étrange qu'ils l'aient renvoyée si tôt, sans demander de récompense. D'ailleurs l'enfant était richement habillé. C'était aussi une chose étrange. Ses vêtements faisaient l'émerveillement et l'admiration de tout le village. Une robe de soie bleue et des chaussures à boucles brillantes. Jamais on n'avait vu auparavant à Ellalton un enfant aussi joliment habillé. Les gens simples n'auraient jamais imaginé que les boucles étaient de vrais diamants et valaient une grosse somme d'argent. Lorsqu'Hugo et Elsa se retrouvèrent le dimanche suivant, soyez sûrs qu'ils avaient beaucoup à dire, du moins lorsqu'ils étaient laissés seuls, sans être dérangés par les grands. Même si les cadeaux des fées étaient invisibles pour tous, à l'exception des enfants eux-mêmes, il semble qu'ils aient eu une influence sur eux à mesure qu'ils grandissaient. Elsa est devenue une petite personne douce et aimante, le soleil de sa maison, c'est ainsi qu'on l'appelait, et très rarement quelqu'un la voyait pleurer. Hugo était un garçon calme et timide, mais il semblait tout observer et on disait de lui. Hugo a les yeux ouverts. Il laissera un jour sa marque dans le monde. Ainsi, les enfants ont grandi heureux et bien. Et que pouvez-vous vouloir savoir de plus sur eux que cela? Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.